Le stress s'annonce rarement avec violence. Le plus souvent, il s'infiltre silencieusement dans la vie quotidienne, s'installant dans le corps avant même que l'esprit n'ait le temps de le remarquer. Il se manifeste par des épaules qui ne se détendent jamais vraiment, par une respiration qui se raccourcit, même durant les moments censés être reposants, par un esprit encombré de pensées inachevées qui errent sans fin entre les regrets d'hier et les exigences de demain. Christophe André a toujours abordé ce phénomène non comme un dysfonctionnement humain, mais comme un signal profondément intelligent, un langage utilisé par le système nerveux lorsque quelque chose d'essentiel est ignoré, mal compris ou poussé trop loin pendant trop longtemps. Au fil de ses années de pratique en tant que psychiatre, il a observé à maintes reprises que le stress n'était presque jamais causé uniquement par les événements eux-mêmes, mais par la manière dont les individus se reliaient intérieurement à ce qu'ils vivaient. Deux personnes pouvaient traverser la même pression, la même incertitude, la même perte, et en ressortir dans des états radicalement différents, non parce que l'une était plus forte ou plus faible, mais parce que l'une était enfermée dans la résistance tandis que l'autre avait appris, parfois sans même en être consciente, à rester en contact avec elle-même. Cette compréhension a peu à peu façonné sa vision. Le stress n'est pas simplement un ennemi à combattre, mais une contraction de l'attention, un rétrécissement de la conscience qui enferme l'esprit dans la vigilance et le corps dans l'état d'alerte, une réponse de survie qui devient épuisante lorsqu'elle ne s'éteint jamais. Dans la vie moderne, cette contraction est presque permanente, alimentée par la vitesse, l'évaluation, la comparaison et l'exigence silencieuse de rester fonctionnel, quel qu'en soit le prix. Christophe André remarquait combien de ses patients arrivaient non seulement anxieux ou submergés, mais profondément déconnectés de leurs propres sensations, émotions et limites, ayant appris à ignorer la fatigue, à réprimer l'inconfort et à se méfier de leurs signaux intérieurs au nom de la productivité ou du contrôle. Pourtant, plus ils ignoraient le stress, plus celui-ci devenait bruyant, se manifestant par l'insomnie, l'irritabilité, les crises de panique, les troubles digestifs, l'engourdissement émotionnel ou ce sentiment persistant d'être poursuivi par quelque chose d'invisible. Plutôt que de se demander comment éliminer le stress, il a commencé à poser une question plus radicale et plus humaine. Et si le stress se transformait non par la force, mais par la tension ? Et si la paix ne venait pas de la suppression de la pression, mais d'un changement dans la manière de l'habiter ? Car le stress, lorsqu'il est accueilli avec peur et jugement, se multiplie. Mais lorsqu'il est rencontré avec présence, il commence à s'adoucir. Ce n'était pas pour lui une idée théorique, mais une réalité observée encore et encore lorsque les patients étaient invités à ralentir suffisamment pour ressentir ce qui se passait réellement dans leur corps, au lieu d'analyser ou de corriger immédiatement. Le stress se nourrit de l'abstraction, des futurs imaginés et des récits inachevés, tandis que la peine est du contact, de l'immédiateté de la sensation, de la réalité du souffle qui entre et sort de la poitrine. L'un des premiers changements qu'il encourageait consistait à apprendre à reconnaître le stress tôt, non lorsqu'il a déjà submergé le système, mais lorsqu'il apparaît d'abord sous forme d'agitation subtile, d'impatience ou de pression intérieure. Le stress ignoré s'accumule, tandis que le stress observé devient une information. Cette observation n'avait rien de froid ou de clinique. Elle était chaleureuse et curieuse, une invitation à poser des questions simples, sans jugement, telles que « Que suis-je en train de ressentir maintenant ? Où est-ce que je perçois de là ? La tension ? Qu'est-ce que je m'exige en cet instant ?» Ces questions, à elles seules, créaient souvent de l'espace, car elles interrompaient le cycle automatique de la réaction et permettaient au système nerveux de percevoir la sécurité. Christophe André rappelait sans cesse que la paix n'est pas un état permanent ni une récompense pour avoir bien vécu, mais un processus dynamique de régulation, un ajustement instant après instant qui ramène progressivement le système vers l'équilibre. L'équilibre. Et il prenait soin de déconstruire le mythe selon lequel la paix signifierait l'absence de stress. Il expliquait au contraire que la paix est la capacité de rester présent pendant que le stress traverse l'expérience, sans s'y effondrer ni lutter contre lui. Cette distinction était essentielle, car beaucoup de personnes croyaient qu'en ralentissant ou en écoutant leur stress, elles perdraient le contrôle, alors qu'en réalité, c'est la résistance qui les maintenait prisonnières. En guidant doucement l'attention vers le corps, vers la respiration, la posture et les sensations, il aidait les patients à faire une découverte inattendue. Le corps pouvait devenir un allié plutôt qu'un champ de bataille. Lorsque l'attention se pose sur le souffle, non comme une technique destinée à se calmer, mais comme un acte d'écoute, le système nerveux reçoit un message de sécurité, un signal indiquant que le danger est passé, ou qu'il n'a jamais été aussi immédiat qu'il le semblait. Et cela seul pouvait déjà commencer à transformer la réponse au stress, avant même que les pensées ne changent. Christophe André n'a jamais minimisé la difficulté de cette pratique. Il reconnaissait ouvertement que lorsque l'on cesse de fuir, l'esprit devient souvent plus bruyant, que des souvenirs remontent,
que l'inconfort augmente et que l'impatience apparaît. Il normalisait pleinement cette expérience, expliquant que le stress avait souvent joué un rôle protecteur, aussi imparfait soit-il, et que le combattre de manière agressive ne faisait que renforcer le sentiment de menace, tandis que la coopération lui permettait de s'apaiser. Cette approche s'étendait au-delà des tensions physiques vers la pression intérieure, car de nombreuses personnes souffrant de stress chronique étaient moins poussées par des exigences extérieures que par une voix interne incessante, une voix d'autocritique, de perfectionnisme et d'évaluation constante. Plutôt que d'essayer de faire taire cette voix, Christophe André encourageait les patients à l'observer avec clarté, car la conscience en adoucissait l'autorité, transformant ce qui semblait absolu en quelque chose de négociable, de contextuel et d'humain. Peu à peu, le stress commençait à perdre son emprise, non parce que la vie devenait plus facile, mais parce que la relation à la difficulté changeait. Et ce changement marquait le véritable début de la paix. Une paix enracinée non dans le contrôle, mais dans la compréhension. Non dans la fuite, mais dans la présence. Christophe André disait souvent que la paix commence au moment où nous cessons de nous traiter comme des problèmes à résoudre et commençons à nous relier à nous-mêmes comme à des processus vivants accompagnés. Car l'urgence nourrit le stress, tandis que la curiosité l'apaise. Lorsque la curiosité remplace la peur, le système nerveux se détend, l'esprit retrouve sa souplesse et un espace s'ouvre pour des réponses plus sages. Cela ne signifiait ni se retirer de la vie ni abaisser ses exigences, mais habiter l'expérience plus pleinement, avec davantage d'honnêteté et de bienveillance. Le stress, rencontré de cette manière, se transformait alors d'une force écrasante en un messager, ramenant l'attention vers ce qui comptait réellement. Les limites, les valeurs, les besoins. Cette première phase de son travail posait ainsi une base à la fois simple et profonde. La paix est possible non pas lorsque le stress disparaît, mais lorsque la conscience est suffisamment forte pour le contenir. Et cette conscience, cultivée avec patience et douceur, devient une compétence à laquelle on peut revenir encore et encore, formant le socle de pratiques plus profondes d'acceptation, d'autocompassion et de pleine conscience qui définiront plus tard sa contribution à la santé mentale. Car la transformation ne commence pas par de grands gestes, mais par de petits moments de présence, répétés avec constance, jusqu'à ce que le système nerveux apprenne un nouveau rythme et que l'esprit comprenne qu'il n'a plus besoin de courir pour survivre. Si la partie 1 portait sur la rencontre avec le stress, la partie 2 concerne le changement de relation avec lui. Car une fois que le stress n'est plus traité comme un ennemi, un travail plus profond devient possible. Christophe André comprenait que la seule conscience, bien qu'essentielle, ne suffit pas toujours à maintenir la paix sur le long terme. Surtout lorsque le stress est mêlé à la douleur émotionnelle, au jugement de soi et à des habitudes anciennes de dureté intérieure. Dans son expérience clinique, il observait que de nombreuses personnes pouvaient voir leur stress avec clarté tout en continuant à souffrir profondément, parce que la manière dont elles se parlaient restait rigide, impatiente ou impitoyable. C'est là que son travail a pris un tournant décisif vers l'acceptation et l'autocompassion, non comme des idées réconfortantes, mais comme des nécessités psychologiques. Le stress s'intensifie lorsque les émotions sont rejetées, combattues ou moralisées. Beaucoup de patients arrivaient en thérapie convaincus que l'anxiété signifiait faiblesse, que la tristesse signifiait échec et que la fatigue signifiait insuffisance. Cette croyance ajoutait à elle seule une seconde couche de souffrance par-dessus la difficulté initiale. Christophe André aidait alors les personnes à comprendre que la douleur est inévitable, mais que la violence envers soi-même est optionnelle. Cette distinction changeait tout. Car l'acceptation, telle qu'il la définissait, n'était ni résignation ni passivité, mais la reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, sans y ajouter le poids supplémentaire du blâme. Lorsque le stress était accepté plutôt que combattu, il commençait à se transformer, car les émotions auxquelles on permet d'exister ont tendance à évoluer, tandis que celles auxquelles on résiste ont tendance à se rigidifier. Il expliquait souvent que l'acceptation ne signifie pas aimer ce que l'on ressent, l'approuver ou renoncer au changement, mais reconnaître que ce qui est présent existe déjà, que nous le voulions ou non. Lutter contre la réalité épuise davantage le système nerveux, alors que l'acceptation crée un espace pour une réponse intelligente. Cette perspective était particulièrement transformatrice pour ceux qui craignaient leur propre monde intérieur, car beaucoup pensaient que s'ils laissaient le stress ou l'anxiété exister, ils seraient submergés. En réalité, c'était l'inverse. La résistance amplifiait le stress, tandis que l'attention l'adoucissait. Christophe André invitait les patients à en faire l'expérience directe, à rester avec des sensations inconfortables juste assez longtemps pour observer qu'elles changeaient, montaient et descendaient, s'intensifiaient puis s'apaisaient, sans les détruire. Cet apprentissage expérientiel reconstruisait la confiance dans le corps et les émotions, une confiance souvent brisée par des années d'évitement et de contrôle. À l'acceptation s'ajoutait la pratique de l'autocompassion, que Christophe André considérait comme l'un des antidotes les plus puissants au stress chronique. Il constatait sans cesse que nombre de patients ne parleraient jamais à un ami de la manière dont ils se parlaient à eux-mêmes. Cette dureté intérieure agissait comme un facteur de stress permanent,
drainant les ressources émotionnelles et renforçant la croyance qu'il fallait toujours faire. Faire plus pour mériter le repos. La pleine conscience rendait ce dialogue intérieur visible, l'amenant dans la conscience où il pouvait enfin être questionné. L'autocompassion, telle qu'il l'enseignait, n'était ni indulgence ni apitoiement, mais le courage de répondre à la souffrance par le soin plutôt que par le jugement. Cela nécessitait un profond changement de perspective, passer de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à « qu'est-ce qui m'arrive en ce moment ?» et de « pourquoi je n'y arrive pas ?» à « de quoi ai-je besoin maintenant ?» Ces questions créaient un climat de sécurité dans lequel le stress n'avait plus besoin de crier pour être entendu. Christophe André soulignait que la sécurité n'est pas un luxe en santé mentale, mais une condition préalable au changement, car le système nerveux ne peut apprendre lorsqu'il se sent menacé. Lorsque les personnes commençaient à se traiter avec une bienveillance élémentaire dans les moments de stress, quelque chose de remarquable se produisait. Leur capacité de régulation émotionnelle augmentait, leur résilience grandissait et leur sentiment de stabilité intérieure s'approfondissait, non parce que la vie devenait plus facile, mais parce qu'elle n'y faisait plus face seule à l'intérieur d'elle-même. Une autre dimension essentielle de cette phase de son travail était la reconnexion au corps comme ancrage stable. Le stress attire souvent l'attention vers le haut, dans l'esprit, dans la pensée incessante et l'anticipation, tandis que le corps reste enraciné dans le moment présent. En revenant doucement à la respiration, à la posture et aux sensations, les patients redécouvraient un sentiment d'ancrage sous la turbulence mentale. Et le souffle devenait non pas un outil non pas pour contrôler les émotions, mais comme un compagnon dans les moments de difficulté, un rythme stable qui se poursuit quelles que soient les tempêtes intérieures. Christophe André tenait à rester profondément réaliste. Tout au long de ce processus, rappelant aux patients que la pleine conscience et la compassion n'éliminent ni la vulnérabilité, ni la perte, ni l'incertitude, et que la paix ne signifie pas l'anesthésie émotionnelle, mais la capacité de rester ouvert même lorsque l'expérience est douloureuse. Cette honnêteté protégeait son approche de toute dérive idéologique ou de toute promesse de calme permanent. Il insistait sur le fait que la distraction n'est pas un échec, que l'impatience n'est pas un défaut, et que la difficulté fait partie du chemin. Cette attitude résonnait profondément, car les personnes se sentaient invitées plutôt qu'instruites, soutenues plutôt qu'évaluées. Avec le temps, cette manière de travailler transforma la thérapie elle-même, la faisant passer d'un espace de correction à un espace d'apprentissage, où le progrès ne se mesurait pas seulement à la diminution des symptômes, mais à l'augmentation de la présence, de la souplesse et de la bienveillance intérieure. Christophe André contribua à normaliser les fluctuations émotionnelles, rappelant que le bien-être n'est pas un état permanent, mais un équilibre dynamique qui change de jour en jour, de moment en moment. La pleine conscience offrait une continuité au cœur de ces changements, une manière de rester relié à soi-même lorsque la vie semblait instable. L'une des contributions les plus importantes de cette phase de son travail fut sans doute la restauration de la confiance. Confiance dans la capacité de l'esprit à s'observer sans s'effondrer, confiance dans les émotions comme messagères plutôt que comme menaces, et confiance dans la patience en tant que forme d'intelligence. Car la patience, selon lui, n'était pas une attente passive, mais un engagement actif avec le temps, permettant au changement de se déployer à son propre rythme naturel. À mesure que les patients intégraient ces pratiques dans leur vie quotidienne, le stress commençait à se transformer de manière subtile mais durable, ne dominant plus l'expérience, mais coexistant au sein d'un champ de conscience plus vaste. La paix émergeait alors non comme un bouleversement spectaculaire, mais comme une continuité silencieuse, un sentiment de pouvoir rencontrer la vie telle qu'elle se présente, avec plus de douceur, de clarté et de résilience. Cela préparait le terrain pour l'évolution finale de son travail, lorsque la pleine conscience dépassa le cadre des cabinets thérapeutiques pour devenir une manière de vivre, façonnant la relation des individus non seulement au stress, mais aussi au sens, à la vulnérabilité et à la présence elle-même. À ce stade, le stress n'était plus abordé uniquement comme une question clinique ou un mécanisme psychologique, mais comme une caractéristique centrale de la condition humaine, indissociable de l'incertitude, de la vulnérabilité et du changement. Ce qui distinguait la contribution de Christophe André n'était pas la promesse d'un soulagement immédiat, mais la restitution de la dignité à l'expérience intérieure. Il comprenait que la souffrance la plus profonde ne provient pas du stress en lui-même, mais de la croyance qu'il y aurait quelque chose de fondamentalement défectueux en nous parce que nous le ressentons. À travers des années d'enseignement, d'écriture et de présence clinique, il a progressivement déplacé le récit culturel autour de la santé mentale, le faisant passer de la performance à la présence, de la réparation à l'accompagnement. Ce changement s'est étendu bien au-delà des cabinets de thérapie, pénétrant la vie quotidienne à travers de petits gestes ordinaires qui transforment silencieusement la manière dont le stress est vécu. Christophe André soulignait que la paix ne se construit pas à travers des moments exceptionnels, mais à travers une relation quotidienne à l'attention, à l'émotion et au sens. Dans sa vision, la pleine conscience devenait moins une technique qu'une manière d'habiter la vie, une façon de marcher aux côtés de l'expérience plutôt que de tenter de la fuir. L'un des aspects les plus puissants de cette phase de son travail fut la manière dont il requalifia la vulnérabilité,
la présentant non comme une faiblesse à dépasser, mais comme une condition fondamentale du vivant. Être humain, c'est être affecté, ressentir l'incertitude, être touché par la perte. Le stress surgit souvent précisément là où quelque chose compte profondément. Lorsque la vulnérabilité est reconnue plutôt que rejetée, le stress perd sa honte et devient plus maniable. Christophe André rappelait souvent que les émotions ne sont pas des obstacles sur le chemin de la paix, mais le chemin lui-même, guidant l'attention vers ce qui a besoin de soins, de repos ou d'ajustement. Cette perspective transforma la relation des personnes à leur vie intérieure. Les pensées n'étaient plus traitées comme des ordres ou des vérités absolues, mais comme des événements traversant la conscience, apparaissant et disparaissant d'eux-mêmes lorsqu'on leur laisse de l'espace. Cette compréhension créa une forme de liberté. Une pensée de peur ne définissait plus l'identité, un moment de tristesse n'effaçait plus la force, et le stress ne signifiait plus l'échec. Grâce à la pleine conscience, les individus apprirent à créer un espace entre ce qui se produit et la manière dont ils l'interprètent, et dans cet espace naissait le choix, permettant des réponses plus sages et plus douces face aux pressions de la vie. La voix de Christophe André, calme et posée, devint une référence pour beaucoup, non parce qu'elle offrait des certitudes, mais parce qu'elle incarnait la stabilité. Une présence ancrée qui ne niait pas la difficulté, sans jamais la dramatiser. Dans un monde saturé d'urgence, d'opinions et de solutions rapides, cette stabilité paraissait presque radicale, rappelant que la santé mentale ne se construit pas sous la pression, mais par l'attention, non par l'amélioration constante de soi, mais par la compréhension. À mesure que son influence grandissait, il restait prudent, mettant constamment en garde contre le risque de transformer la pleine conscience en une nouvelle performance ou obligation. Il rejetait l'idée d'une présence parfaite et parlait ouvertement de la distraction, de la fatigue et de la résistance, même après des années de pratique. Car la pleine conscience, insistait-il, n'est pas la maîtrise de l'esprit, mais une amitié avec lui. Une relation qui se construit lentement, à travers la patience, la répétition et la bienveillance envers l'imperfection. Ce cadre protégeait la pleine conscience de devenir une source supplémentaire de stress, permettant aux personnes de l'aborder avec douceur, imparfaitement, humainement. Une autre contribution durable de son travail fut l'accent mis sur la continuité. Comprendre que la santé mentale n'est pas une destination atteinte une fois pour toutes, mais un processus qui se déploie tout au long de la vie, fragile et adaptable à la fois. La pleine conscience soutient ce processus en offrant un point de référence stable au milieu du changement constant. Quelles que soient les circonstances, la respiration continue, la conscience demeure, et le moment présent reste toujours accessible. Non comme une solution, mais comme un compagnon. À travers la maladie, le stress, le vieillissement et la perte, ces ancrages restent disponibles. Christophe André n'a jamais promis que la vie deviendrait plus facile, mais que nous pourrions devenir plus capables de la rencontrer. Cette capacité, selon lui, était enracinée dans la présence plutôt que dans le contrôle. Tout au long de son travail, il a résisté aux simplifications, honorant à la fois la rigueur scientifique et la complexité émotionnelle, sachant que la psychologie humaine ne répond pas aux raccourcis. Sa patience se distinguait dans une époque dominée par la vitesse, nous rappelant que la transformation se déploie lentement, que la répétition compte, et que les rechutes ne sont pas des échecs mais des étapes de l'apprentissage. Peut-être que l'élément le plus durable de son héritage est la manière dont il a restauré la dignité de l'expérience intérieure. Les émotions n'étaient plus des symptômes à effacer mais des signaux à comprendre. Le silence n'était plus vide mais porteur de sens. L'immobilité n'était plus passive mais vivante. À travers la thérapie fondée sur la pleine conscience et ses réflexions publiques, il a contribué à transformer notre manière d'aborder le stress et la souffrance, non comme des ennemis à vaincre, mais comme des conditions à accompagner avec sagesse. Cette approche n'offre pas l'immunité contre la douleur, mais quelque chose de plus durable, une résilience enracinée dans la présence. Aujourd'hui, son influence se ressent non seulement dans les modèles thérapeutiques, mais aussi dans les moments ordinaires de la vie. Dans la pause avant de réagir, dans le souffle pris au cœur de la difficulté, dans le choix d'écouter sans se précipiter pour répondre, dans ces petits gestes qui produisent des changements discrets mais durables. Christophe André n'a pas cherché à changer le monde bruyamment, mais en transformant la manière dont les individus se rencontrent eux-mêmes, instant après instant, souffle après souffle, il a laissé bien plus que des méthodes ou des théories. Il a laissé une manière d'être. Une manière qui nous rappelle que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester présent pendant qu'elle traverse notre vie.